Alors, l'élargissement du domaine social au monde interspécifique, ce que réclame bien évidemment Philippe Descola, hein, c'est son appel, c'est son vœu pieux, et même politique, parce que c'est politique. M'a conduit, quand je suis rentrée au Muséum d'histoire naturelle, j'avais créé une équipe avec Dominique Lestel, donc, qui était philosophe de l'animalité, où on avait créé un séminaire sur les communautés hybrides, déjà à l'époque. Et donc, on avait même écrit un article ensemble, ethno-éthologie et étho-ethnologie, quoi. Et rentre au muséum une phytochimiste vétérinaire qui avait travaillé sur les chimpanzés et identifié les molécules des plantes qu'ils ingéraient. Et il s'avère que parmi ces plantes, des plantes détenaient des molécules anti-malaria. Et chez les cassois, j'avais aussi identifié de nombreuses techniques et connaissances qu'ils avaient acquises en imitant les animaux de leur forêt. Et je dis imiter, pas copier. C'est-à-dire que ce n'était pas une pâle copie, c'est que ils imitaient le comportement observé avec l'intention qui est supposée aller mener ce comportement, quoi. Et ça, donc, j'en avais identifié beaucoup. Et ça ne concernait pas que les êtres vivants, mais aussi les esprits qui transféraient les connaissances sur la musique, les chants, les danses, sur tel arbre, tel usage, tel parfum. Enfin, vraiment, le savoir était quand même quelque chose de très commun et partagé avec de nombreuses espèces et fort variées, quoi. Et donc, c'était Sabrina Krief, qui était jeune à l'époque, qui se présentait maître de conférence au muséum. Et donc, je découvre ses travaux et je lui dis, mais c'est formidable, et comment je te soutiens? Et on part tout de suite en Afrique. Et je vais étudier les populations humaines qui vivent à côté des chimpanzés. Et voilà, on remporte notre projet comparatif, remporte la bourse Lickey, donc celui qui avait financé Goudal, etc. Et la forêt, là, c'était un cas encore très naturaliste, hein. De la forêt avaient été exclus les humains. Et elle était exclusivement pour les chimpanzés, les chercheurs d'un côté, qui étudiaient les chimpanzés, et les touristes qui observaient les chimpanzés. Mais les humains n'avaient plus droit d'accès à la forêt. Ou alors il fallait faire une demande, etc. Et bien sûr qu'ils ne faisaient jamais. Donc toutes leurs plantes médicinales, ça commençait à être tendancieux dans la mesure où toutes les plantes étaient issues du monde forestier. Et je vais là-bas faire du terrain à 2 reprises. Bien sûr, je travaille toute la pharmacopée, mais bien sûr, je reprends mon épistémologie relationnelle, etc., pour dégager
voilà, qui était qui dans cette histoire? Et la place du chimpanzé. Donc j'herborise, enfin, et j'obtiens des données comparables à celles qu'avait identifiées Sabrina, c'est-à-dire les plantes, on était dans l'équivalence, quoi. Bon, moi j'en avais plus qu'à l'époque qu'elle, mais bon, on avait quand même au moins 80 plantes en commun. Et ce qui s'avère, c'est que les Batoro, donc c'était en Ouganda, dans le parc Kibale, enfin autour du parc Kibale, j'aurais dit, bon, considéraient le chimpanzé comme quelqu'un de très intelligent. Ils avaient même un verbe qualifiant la symétrie du miroir. Dire que l'humain imite le chimpanzé imite l'humain. Donc il y avait vraiment un terme, un verbe pour montrer cette symétrie. Bon, et puis une grande valeur, une grande intelligence, etc. Il leur prêtait même un apprentissage, c'est-à-dire que leur savoir n'était pas que inné, donc ce n'était pas instinctif, que le savoir qu'ils détenaient sur les plantes était issu d'expériences, que certains chimpanzés étaient décédés, etc., suite à de mauvaises expériences, avec aussi une cosmologie, les esprits qui faisaient que les plantes étaient toujours médianes entre les humains et les animaux. Et puis surtout, sur toutes les plantes identifiées, il y avait au moins, je crois, la moitié, je ne me souviens plus du chiffre exact, qui étaient partagées par les chimpanzés et par les humains à des mêmes fins pour guérir les mêmes pathologies. Ou alors les chimpanzés utilisaient par exemple de la terre alors que les humains utilisaient de l'eau pour mélanger avec telle plante, etc. parce que l'une est rugueuse, l'autre pas. Bon. Et en fait, donc, il y avait vraiment une symétrie extraordinaire. Et les Batoro me signifiaient, mais oui, on les a imités. C'est en les regardant que nous aussi, on est allé voir ces plantes et qu'on a essayé, et qu'on a... et ça, c'était d'autant plus admirable que les humains n'avaient plus accès à leur forêt, donc ils se tournaient maintenant, même s'il y a encore des witch doctors, des good doctors, à qui on a recours pour se soigner, ben, ils se tournent beaucoup sur la médecine chinoise et occidentale. Et le paradoxe, c'était qu'aujourd'hui, les chimpanzés étaient les détenteurs du savoir humain, de l'archéologie du savoir humain, en fait. Et ça m'a soulevé une autre question qui était celle du droit intellectuel. Parce que pourquoi Kassoua et Batoro reconnaissent cet endettement, et ils le disent, ils le formulent. Bon, eux, ils sont dans l'échange, et l'échange le plus réciproque qui puisse être. Donc, ils ne se sentent pas endettés au sens où ils n'ont pas pillé. Et ils suggèrent aussi que les animaux peuvent leur avoir emprunté certaines techniques. Et beaucoup chez les Batoro, enfin, techniques de se raser, etc., que les chimpanzés ont pris. Enfin, il y a des choses assez, pas si extraordinaires que ça, enfin, qui me paraissent, moi, assez évidentes. Enfin, pas. Mais c'est-à-dire que dans le droit naturaliste, comme on ne reconnaît pas le statut de sujet juridique aux animaux, là le droit français a changé, maintenant ce sont des êtres sensibles, mais pas quand même sujet de droit, on ne peut pas leur restituer des droits intellectuels. C'est-à-dire que là, les phytochimistes vont isoler des nouvelles molécules,
Bah, c'est le labo qui va donner son nom, ou la chimiste, etc. Et c'est certainement pas le chimpanzé qui on va donner les sous. Et on pourrait très bien le faire pour participer de leur conservation. Ou je vois chez les cassoirs, je veux dire tous les animaux qu'ils ont influencés. Et ça, c'est important parce que, par exemple, finalement, chez les cassois, quand on a tout raté, enfin, juridiquement, et là, j'avais vraiment, c'était de plus en plus dur pour moi d'y aller, de repartir, d'y aller pour repartir, parce que je voyais la progression de l'exploitation forestière vraiment monter vers le nord. Et en 2006, grâce effectivement aux ONG, ça je le reconnais, hein, elles ont fait remonter une loi qui datait de 1966, avant l'indépendance donc, de la Nouvelle-Guinée, qui permettait aux tribus d'auto-désigner leur territoire de réserve sauvage. Et dans ces cas-là, l'exploitation était interdite. Et quand je retourne en 2006 faire du terrain, on ne me parle que de ça. Et heureusement, là, j'avais un visa de 6 mois. Et j'en parle au cassois. Je dis, mais vous savez que vous pouvez prétendre à créer une réserve, etc. Et alors, discussion, hein, société égalitaire, il faut le consensus, tout le monde soit là, les hommes, les femmes. Et donc voilà, on se lance pendant 6 mois à faire tout le tour du territoire tribal, parce qu'il fallait relever au GPS les frontières. Il fallait que ça soit un externe, un scientifique externe, donc moi. Donc me voilà à faire tout le tour du territoire. Oui, parce qu'il fallait l'accord des tribus voisines par rapport à la frontière. Donc voilà, pendant 6 mois, on fait ça, toute la tribu participe, etc. Et après, on organise une immense réunion pour faire la loi, établir la loi de la réserve. Et donc on le fait. Alors bien sûr, les cassois appellent tous les animaux, toutes les plantes, ils appellent les esprits, tout le monde vient, tout le monde interagit. Et on laisse place à tous ces êtres. Et en plus, moi, j'avais toutes les identifications scientifiques. Donc, ils ne pouvaient pas avoir les cassois en disant « Oui, non, mais votre langue, on ne la connaît pas. Hein. » Donc là, pour tel truc, j'avais le nom scientifique, donc ils ne pouvaient pas faire comme ça ne marche pas. Et donc là, on établit la loi, et donc les prix des dommages en cas d'infraction, ou si on tuait donc quelqu'un, un étranger tuait un animal, ou coupait un arbre, etc. Et pour cette évaluation, les cassois tenaient compte aussi, par exemple, de cet endettement qu'ils avaient à l'égard des couscous, du cassoir, qui pour le jardinier de la forêt. Donc le cassoir était vraiment, c'était le summum, et on avait mis ça en dollars, c'était énorme la somme. Et voilà, et là on fait une immense cérémonie, tous les cassois sont heureux, les esprits nous disent qu'ils sont heureux, tout le monde est heureux. Et je repars en France et je laisse au WWF le soin de gazetter, donc de le publier au journal officiel, la loi de la réserve cassois. Et fort de cette publication, on stoppait net l'exploitation forestière. Donc c'était énorme. Et en plus, fondé sur les mics cassois, sur leur savoir. Et là, c'était le plus beau cadeau qui m'est offert, c'est de rendre l'anthropologie aussi utile et aussi sans traîtrise. Parce qu'il y a tellement, surtout en Australie où ils font beaucoup de consultances, mais on ne peut rien faire de leurs données tellement elles ne sont pas bonnes. Donc ça ne va pas au bénéfice des populations locales. Et là, vraiment, c'était leur savoir, quoi. Et donc voilà, je laisse ça au WWF.
Et puis, voilà, bon, la vie continue. Je retourne 2 ans plus tard chez les Cassois. Effectivement, voilà, ça avait été enfin gazetté. Sauf que le WWF avait considéré que les prix étaient beaucoup trop élevés. Parce qu'ils ne correspondaient pas à la liste rouge de l'IUCN. Donc, comme le cassoir est un animal banal de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ils avaient carrément divisé parfois par 10, par 100, le prix qu'avaient mis les cassoirs. Non mais pourquoi? Ils étaient chez eux. Et en plus, on avait pris soin de le mettre en kina pour les locaux, mais en dollars pour généralement pour les compagnies étrangères. Et eux, ils avaient tout cassé. Et là, mon étudiant est en train Et hier soir, jusqu'à 1h, je travaillais parce qu'il fallait que je nettoie un peu les vieilles signatures que j'avais des cassois. Parce qu'il va gazetter. On a refait des réunions pour réétablir les prix, pour réétablir tout leur système et pour que ça soit gazetté officiellement, quoi. Parce qu'autrement, par exemple, il y a la BBC qui est venue faire un reportage très science en action, les biologistes qui vont dans le cône du volcan chercher des nouvelles espèces et que c'est terrible, il pleut, etc. Les cassois, tu les vois, mais en train de monter aux arbres comme des singes, c'est formidable. Ou pour parler du cannibalisme et la traduction du journaliste qui dit que les cassois mangeaient de l'homme parce qu'ils avaient faim. Alors, enfin, c'était extraordinaire. Donc, ils ont su que j'existais. Les cassois leur ont demandé de payer mon avion pour que je fasse la traduction. Ils m'ont appelé. Je leur ai dit, écoutez, voilà, il y a une carte, c'est la réserve. Donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, il faut payer ça, il y a des taxes pour rentrer, etc., etc. Ils ont dit, ah là là, danger. Ils ont organisé leur campement pendant 6 mois à la frontière de la réserve. Et c'est magique. Et bon, voilà, en tout cas, c'était quand même un très, très beau succès. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apaisé. Mais le problème, c'est que rien ne se passe. Et en Papouasie, c'est tellement loin, plus personne ne s'y intéresse vraiment. Et donc, il y a une corruption extraordinaire. C'est envahi par les Chinois maintenant. Il n'y a plus d'Australiens, il n'y a plus grand monde, si ce n'est maintenant les pétroliers qui ont trouvé du gaz liquéfié. Donc, avec la guerre en Ukraine, ça s'est accentué. Et maintenant, il y a même Total qui est là. Et tout ça, bien sûr, se trouve dans la région où se situent les cassois, parce qu'en fait, c'est les descentes des basses terres, où il y a le plus de sédiments, etc. Et ça va être un gruyère de trucs à pétrole et de gaz. Ça va être assez terrible. Mais là, comme je disais, il y a un changement là, de paradigme qui s'est établi depuis peu, où la forêt regagne en importance, non pas pour les humains, parce que parler des cassois, c'est anecdotique. Hein, maintenant, on parle des humains au pluriel, de l'humanité avec un grand H. Mais ce qui intéresse cette humanité, avec un grand H, c'est la proportion qu'a la forêt de retenir enfin, tout son échange carbone avec... voilà. Et sa capacité à ralentir le réchauffement climatique. Donc là, d'un seul coup, la forêt est devenue à nouveau un enjeu formidable. Et on le voit, en tout cas aussi chez nous,
où la forêt devient en fait une sorte de synonyme de nature. C'est-à-dire que ça va aussi avec l'écoféminisme, les nouveaux récits à la Haraway, à la Tsing, il y en a. Où donc parler de nature devient compliqué vu qu'on sait que ce concept n'est pas universel. Mais d'ailleurs, on n'aura pas gagné le combat tant qu'on utilisera toujours le mot nature. Il faudrait peut-être un jour vraiment s'attabler et en créer un autre. Parce que les gens continuent à parler de nature tout le temps. Et même les étudiants, ils ont du mal. Hein. Et alors, pour échapper, je pense, à cette catégorisation dont on a compris finalement qu'elle permet le capitalisme, le colonialisme vert, etc., il reste cette forêt qui est autonome, qui a cette capacité régénérante, qui peut se passer de l'homme pour se redynamiser et redynamiser une vie avec les animaux, avec les champignons, avec le ciel, etc., les météorites, tout ce qu'on veut. Et la forêt devient maintenant c'est plus la question de sauvage, en fait, qui est en jeu, mais une sorte d'écosystème purificateur. Enfin, on est toujours sur la même thématique du sauvage, c'est-à-dire non contaminé par le social, même si c'est un mensonge. Mais c'est un réservoir de vie. Et je vois, bon, moi je participe beaucoup de mouvements actuels il y a un mouvement en France sur le mouvement des forêts vivantes qui regroupe tous les milieux alternatifs qui s'inspirent de la forêt, etc. Donc moi je viens pour discuter de forêt, du végétal, des animaux. Et voilà, ils sont très friands d'une nouvelle manière d'habiter et ils veulent s'inspirer de la forêt pour habiter. Mais quelque part, il faut habiter la forêt. Et ça reste un problème. Sans tomber dans l'excès des survivalistes, sans tomber dans les excès de forêts sacrées. Il y a énormément de projets maintenant qu'on appelle forêt libre. Donc c'est laisser à la forêt ses propres capacités à régénérer le milieu. Donc même dans les parcs nationaux français, il y a ce genre de démarche. Le réensauvagement, qui est absolument, enfin pour moi, qui n'en reste pas moins naturaliste, vu qu'on se réensauvage. Et surtout, c'est nous qui décidons comment réensauvager le monde. Donc pour moi, c'est vraiment l'hubris, celui qui compose un tableau, en fait, et qui va dire telle plante, elle est bien, elle n'est pas invasive, telle plante, elle est ci, elle est ça. Mais quelque part, donc c'est très exaltant, c'est très rassurant. Mais depuis peu, moi, j'ai quand même une colère qui revient. Et récemment, j'étais à un colloque sur les occupations au Quai Branly. Et Pierre. Sur les occupations. Et il y avait une sociologue qui travaillait sur les ZAD et des manifestations qui avaient eu lieu autour de l'implantation d'éoliennes. Et elle me dit, mais tu sais, les gens que j'ai étudiés, ils sont comme tes cassois. Je dis, je ne comprends pas l'assimilation que vous faites entre les cassois
et vous Français de la Beauce, ou je sais pas. Et elle me dit: «Oui, oui, ils sont très affectueux et cetera, avec les êtres». Je dis: «Mais les Cassois sont pas du tout affectueux avec les êtres». Heu, Jamais, jamais j'ai vu dans les sociétés, même de type animiste beaucoup plus fortes que les Cassois, un élan de tendresse vis-à-vis d'un animal, ou, peut-être en chant, en mythe, mais pas dans le concret. Ça se fait pas. Hem et là où la colère, c'était, et je l'ai revécu, il y a quelques jours, hem, c'est que les gens maintenant ici, comme on leur impose, de produire leur propre énergie, heu, ils ne veulent pas voir altérer leur paysage par une éolienne, avec l'aide des naturalistes qui disent: «Ah mais l'éolienne, elle va perturber les oiseaux, les ci, les ça, les poissons aussi, ça va faire ci, ça va faire ça». Mais tant qu'on procédait à l'extraction des arbres, dans le lointain, ou l'extraction du pétrole dans le lointain, ça dérangeait personne. Et là, j'ai une petite colère, en fait, parce que ça continue. Et on le voit là avec la COP28. Et maintenant, moi, je vais voir Total et ExxonMobil qui sont là, à côté de chez les Cassois. Et ça ne va pas s'arrêter, vu que c'est le plus gros projet mondial de gaz naturel. Donc, j'aime. Et d'un seul coup, on oublie tous les autres. On tombe, nous aussi, dans le localisme. Alors, c'est très bien qu'on prenne soin de nous. On l'a fait beaucoup déjà, hein. Mais j'ai cette colère où c'est dans l'indifférence quand même de ce qui se passe chez les autres. Voilà, et c'est vraiment là le résultat de la COP28 traduit exactement cette colère qui m'anime. Et donc là, je me suis engagée auprès de l'Europe pour un projet qui s'appelle Forest Biodiversity Climate Change. Pour la première fois, ils font appel à des ethnologues qui ont travaillé sur la forêt et pas sur autre chose. Et j'espère, bon, alors déjà, j'ai eu la garantie qu'il n'y avait pas Total, parce qu'autrement, je ne crois pas que j'aurais accepté. Enfin, j'en suis sûr même. Même si, bon, c'est sûr que c'était la meilleure place à avoir, c'est la meilleure place à avoir. Mais surtout pour faire valoir, enfin, j'ai déposé un projet pour que la politique se fasse de l'intérieur, c'est-à-dire de là où il y a des réserves, plutôt que ça soit toujours surplombant, que ça soit les ONG, toujours les mêmes, et puis après la corruption du gouvernement, etc., et qu'on répète toujours la même chose. Du moment qu'on on compense quelque part l'exploitation du milieu. Donc il y a eu le crédit carbone. Alors ça, effectivement, les Cassois vont pouvoir en bénéficier là où ils ont été exploités. Maintenant, il y a le crédit biodiversité qui va naître. Et qui fait qu'ils vont calculer la densité de diversité biologique. Et selon le taux de densité, on va compenser. Là où on va mettre de la monoculture, on va compenser ceux, par exemple, comme les Cassois, qui ont sur 10 mètres carrés 40 oiseaux, tatati, tatata, pour compenser le carbone que dépensera l'agriculture industrielle intensive.